Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Un tourisme plus respectueux de la planète et de ses habitants, c'est ce que l'on veut promouvoir à travers le concept tourisme responsable et respectueux. Cette journée du 2 juin y est dédiée au plan mondial. Les jeunes ont beaucoup de chances de réussir en entrepreneuriat, mais avant tout, il faut parvenir à identifier les secteurs porteurs. Quelles sont aujourd'hui les opportunités qui s'offrent à la jeunesse béninoise? On en parle. Et puis, préserver les plans autochtones et sécuriser les forêts classées, c'est un enjeu national. Un plan stratégique de lutte contre la disparition de la verdure originelle du Bénin existe. Les explications dans ce journal. Le secteur du tourisme, troisième en importance dans le monde, pourrait être bénéfique pour réduire la pauvreté dans les pays en développement grâce au principe de tourisme responsable et respectueux. Le 2 juin de chaque année, le tourisme responsable est à l'honneur. Il s'agit d'une notion qui vise à faire face aux dommages du tourisme que sont les dommages sur l'écosystème, l'aliénation des terres, etc. Rodrigue Babagweto nous aide à mieux comprendre. Olamma Ojukwu dirige une agence de voyage qui est membre du marché international du tourisme de Londres depuis 10 ans aujourd'hui. Une position qui la pousse à apporter à ses clients un suivi particulier. Avant même de les faire quitter leur pays, au moment des échanges e-mail, quand on les envoie l'itinéraire et autres, on les envoie un formulaire à remplir. Comment à ne pas trop utiliser l'eau dans l'hôtel, à ne pas gaspiller certaines choses, à ne pas faire salir les destinations. Comment à être un touriste responsable. Les voyageurs sont invités à protéger les destinations, quelles qu'elles soient, afin de contribuer à la préservation de l'environnement. Les actions de Olamma ne sont donc pas qu'à l'endroit des touristes. Les communautés locales sont également prises en compte. Nous avons fait des t-shirts, nous avons visité l'une des sites à Porte-Nouveau, pas seulement pour les donner les t-shirts pour qu'ils soient présentables, mais également les mettre en valeur eux-mêmes. Dans l'une des sorties également, nous avons décidé d'offrir dans l'une des sites les poubelles. Et ceci, c'était pour les sensibiliser, ceux qui travaillent là et ceux qui visitent, à rendre le lieu propre. Autant d'aspects qui constituent, d'après cet expert en tourisme, les fondements du tourisme responsable. L'un des principes forts du tourisme responsable, c'est la justice environnementale. Il faut sauvegarder nos ressources naturelles qui proviennent des sites historiques. Les gens ne le font souvent pas parce qu'à partir de la pauvreté, à partir de la démographie, il y a plus maintenant des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Il a fallu attendre le début des années 90, en particulier depuis le premier sommet de la Terre de Rio en 1992, pour que le concept de tourisme durable soit développé. Cependant, il reste encore à faire. De manière formelle, il n'y a pas encore une loi qui régisse cela, qu'il faut vraiment respecter le tourisme responsable. Si nous commençons dès maintenant à vraiment insister, même amener les touristes par les sensibilisations à comprendre que les agences, les tours opérateurs qui ne maîtrisent pas ou bien qui ne respectent pas le tourisme responsable, de ne pas avoir affaire avec eux, ça va pousser presque tout le monde à aller vers cela. Dans le rapport de l'ONU sur l'économie verte, l'investissement de 0,1 à 0,2% du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans un tourisme respectueux de l'environnement pourrait stimuler la croissance économique, conduire à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois, tout en assurant des avantages environnementaux importants. Parlons justement de la croissance économique. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster celle-ci est une option aujourd'hui très prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir sur à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse dans ce reportage de Patrick Adiagoudjou. Des jeunes diplômés sortis des universités
Le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soient respectées à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. Parlons à présent environnement. Les plants autochtones issus de nos forêts béninoises sont menacés par les activités humaines telles que le défrichage et la surexploitation. Cette situation engendre des conséquences graves comme des inondations et une émission de CO2 plus importante due à la déforestation. Colonel Justin Azankman, secrétaire général des eaux et forêts par intérim, nous parle des mesures palliatives. On l'écoute. Les plants autochtones, c'est des plants qui sont de chez nous. C'est des plants qui sont issus de nos forêts même, qui sont des plants originaires du Bénin même. Donc ces gens de plants, nous sommes en train de faire leur promotion pour que la verdure originelle du Bénin ne disparaisse pas. Quand nous faisons des plantations pour l'objectif de bois de feu, ou bien de bois d'œuvre, nous essayons de maintenir au moins 5 à 10% de ces plants de chez nous ici. De sorte que, après 5 ans ou 7 ans, si nous récoltons le bois énergie et consorts, nous avons encore un bon paysage, un paysage béninois, avec des plants qui sont adaptés ou bien qui sont nés au Bénin ici. Donc, des arbres utiles, des arbres adaptés à notre climat, des arbres qui sont d'ici. C'est de ça que nous parlons en parlant de plants autochtones. Et il faut dire, avec tout ce qui est fait, les plantations forestières
ne serait-ce que ces plantations couvrent un peu près de 1,98% du territoire national. Et cette donnée, nous l'avons obtenue avec l'inventaire forestier national et qui a eu lieu déjà en 2007. Nous remarquons que l'effort de reboisement qui a été fait a été remarqué par des prises de vue satellitaires et autres, à tel enseigne que quand nous faisons une carte thématique du Bénin, aujourd'hui, nous remarquons que les strates couvertes par les plantations atteignent au moins 1,98% depuis les années 2007 et consorts. Et cette plantation est une plantation stratégique qui permet en même temps de maintenir les zones que nous appelons des zones de protection, c'est-à-dire des zones où la diversité biologique est bien maintenue, c'est-à-dire que la forêt est maintenue à son stade naturel, le plus naturel que possible, sans intervention de l'homme. Et par les jeux de la nature, ces forêts peuvent être ressuscitées eux-mêmes. Retrouvons à présent la Nation en bref de ce mercredi, une compilation de Nadège Omonla-Dessani. « 2500 plants de différentes essences forestières ont été mis en terre mardi sur un domaine de 5 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. La 37e édition de la Journée nationale de l'arbre, associée à la campagne nationale de reboisement au titre de l'année 2021-2022, a été célébrée en présence du ministre du Cadre de vie et de son homologue de l'agriculture. Selon Didier Tonato, l'arbre constitue l'habitat et la source d'alimentation de nombre incalculable d'êtres vivants. Le reboisement massif contribue alors à restaurer les écosystèmes et à maintenir une forte qualité de vie sur Terre. Tous les ménages des villes du Grand Nokoué devront désormais utiliser les poubelles homologuées pour la précollecte des déchets ménagers. La mise en vente de ces poubelles a été annoncée par le directeur de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, Valérie Lawson. À en croire le directeur, les poubelles homologuées sont indispensables pour l'atteinte des résultats. Elles seront donc cédées à 25 000 francs CFA pour une contenance de 120 litres. Le data center a complètement pris corps. Il est conforme aux normes internationales, dit cite le ministre du Numérique et de la Digitalisation. Selon Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, les premiers essais du data center national ont été concluants. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, accompagnée de l'autorité en charge du cadre de vie, s'est rendue sur le site d'Abomey-Calavi pour prendre connaissance des conditions de mise sous tension des équipements. Les deux ministres ont eu des échanges avec les équipes techniques mobilisées pour la finalisation des travaux et des transferts de compétences et celles de l'Agence des services et systèmes d'information qui pilote le projet. Au Maroc, les importations de blé dur seront soumises à des droits de douane de 170% à partir du 1er juin prochain en vertu d'un décret publié par le gouvernement contre 0% de prélèvement jusqu'ici. Cette décision vise essentiellement à protéger les producteurs locaux contre la concurrence internationale et se justifie en outre par une bonne récolte attendue de la céréale. En effet, à l'image du blé tendre et de l'orge, le blé dur devrait voir sa production plus que doubler en 2021-2022, passant à 2 millions de tonnes contre 790 000 tonnes un an plus tôt, d'après les prévisions du ministère de l'Agriculture. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez suivre de nouveau sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.